Bonjour à tous, merci d'être là en présentiel et merci à ceux qui nous suivent également en visioconférence d'être présents aujourd'hui. Alors, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter le nouveau règlement d'arbitrage du CMAP. Le CMAP existe maintenant depuis plus de 25 ans. Il a été créé par la Chambre de commerce de Paris qui nous accueille aujourd'hui dans ses locaux. Et l'objectif étant de répondre aux besoins des entreprises pour avoir des règlements de leurs conflits par des solutions rapides, confidentielles et adaptées à leurs besoins. Alors, c'est la troisième fois que l'on procède à la révision du règlement d'arbitrage depuis 25 ans. L'idée étant bien évidemment de s'adapter à la législation propre à l'arbitrage, mais c'est surtout de s'adapter aux attentes des professionnels du droit, des entreprises et de leurs conseils. Et on a voulu vous proposer un règlement aujourd'hui qui est flexible, souple, mais qui bien évidemment est adapté également aux contraintes et à la rigueur de la procédure arbitrale. Alors, le CMAP a toujours eu la conviction que l'arbitrage n'était pas réservé uniquement aux multinationales, aux grandes entreprises. Et nous avons aujourd'hui, je pense, atteint nos objectifs parce qu'on est saisi par toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de la multinationale à la PME. Et on intervient dans un contexte national, européen, international, avec 2 tiers d'arbitrage interne et un tiers d'arbitrage européen ou international. Donc on a, je pense, bien répondu à nos objectifs et nous souhaitons toujours être accessible à l'ensemble des entreprises. Et c'est pourquoi on a choisi de revoir ce règlement pour être encore plus en adéquation avec les attentes des entreprises. Alors, une spécificité du CMAP, c'est que nous proposons des clauses compromissoires mixtes avec tout d'abord la possibilité de recourir à la médiation et en cas d'échec, de continuer avec une procédure arbitrale. Et vous allez voir dans le cadre de ce règlement que cette spécificité est bien présente. Je ne vais pas continuer plus avant à vous présenter ce règlement d'arbitrage parce que nous avons les intervenants qui sont là aujourd'hui. Intervenants que je voudrais remercier très chaleureusement parce que ce sont les rédacteurs de ce règlement révisé. Denis Mouralis, qui est professeur de droit à l'université Aix-Marseille, conseiller du CMAP. Alors, ils sont tous arbitres, bien évidemment. Thibaut Dallès, qui est avocat associé au cabinet Clifford Chance, et qui est membre de la commission d'arbitrage, il va vous en parler dans quelques instants. Louis Degausse, qui est avocat au cabinet Kyle Gates. Julie Spinelli, qui est avocat au cabinet Le Say's Law. Et puis, il y a 3 autres intervenants qui ne sont pas là, enfin 3 autres rédacteurs du code qui ne sont pas là, que je voudrais également remercier. Le professeur Thomas Clay, qui est professeur à l'université Paris 1 et qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a participé également à la rédaction. Le professeur Daniel Mingui, professeur à l'université Paris 1 et qui est président de la commission d'arbitrage, et Anne Houtin-Adam, qui est membre de la commission d'arbitrage. Donc je souhaite aussi les remercier tous pour la qualité de ce remarquable travail. Merci beaucoup, je leur laisse la parole. Merci Sophie. Je vais dire quelques mots très brièvement pour introduire notre discussion. Comme l'a dit Sophie, ce règlement a été rédigé par un groupe de travail que j'ai eu le plaisir et l'honneur d'animer, et je voudrais associer mes remerciements à ceux de Sophie, non seulement aux personnes qui sont présentes, mais aussi évidemment à Daniel Mingui, Anne Houtin-Adam, Thomas Clay, qui ont pris une part active à la rédaction du règlement, et aussi à toute l'équipe du CMAP, qui a participé à la rédaction, a donné son avis, a participé aux réunions, parce que l'objectif était triple. Et il s'agissait d'adapter le règlement, de maintenir ou renforcer son efficacité, et tout en maintenant aussi sa flexibilité et sa simplicité. Et en ce qui concerne le premier objectif, c'est-à-dire l'adaptation aux besoins de la pratique, nous nous sommes beaucoup appuyés sur les retours d'expérience de l'équipe du CMAP et de la commission d'arbitrage dont Thibaut va parler dans quelques instants. Nous avons essayé également de rechercher toujours autant que possible l'efficacité pour traiter les procédures de manière toujours aussi rapide et, nous l'espérons, de manière satisfaisante pour les parties. Et nous avons aussi veillé, j'espère que nous sommes arrivés, je le crois, à ajouter dans ce règlement le moins de dispositions possible
Notre règlement, avant la révision, était assez court, assez succinct. C'est une volonté pour qu'il soit facile à comprendre, facile à aborder, facile à appliquer. Il doit aussi être souple pour permettre aux parties d'adapter les arbitrages en fonction de leurs besoins. Et ça, c'était des qualités que nous avons voulu maintenir. Alors, il a fallu rajouter quelques dispositions, mais nous avons toujours gardé à l'esprit cette volonté d'en rajouter le moins possible. Ce nouveau règlement est quasiment finalisé. La Chambre de commerce et d'industrie, qui est un des membres les plus importants, ou le membre fondateur du CMAP, doit approuver ce règlement. C'est pour ça qu'il est encore un petit peu provisoire, mais il n'y aura plus aucun changement fondamental. Peut-être des changements très légers de forme simplement, et encore ce n'est pas sûr. Vous pouvez télécharger le règlement en français et en anglais grâce au QR code qui vous a été fourni. Vous pouvez vous connecter au réseau Wi-Fi de la CCI, le réseau Wi-Fi invité. Nous avons aussi révisé le règlement d'urgence qui est maintenant lié au règlement d'arbitrage, comme on va vous l'expliquer au cours de cette séance. Vous pouvez donc également télécharger le règlement de décision d'urgence et en français et en anglais avec les deux autres QR codes qui vous ont été fournis. Ces nouveaux règlements seront applicables à compter du 1er janvier 2022 pour toutes les procédures introduites à partir de cette date, sauf pour quelques dispositions qui ne seront applicables qu'aux conventions d'arbitrage conclues à partir du 1er janvier 2022. Et vous comprendrez pourquoi il était difficile de rendre ces dispositions rétroactives. Sans parler davantage, je voudrais qu'on aborde le fond, c'est-à-dire la présentation de ce règlement, en insistant, évidemment, on ne va pas le passer en revue dans les moindres détails, vous pouvez le lire si vous le souhaitez, mais nous voudrions insister sur quelques points qui nous paraissent importants et intéressants. Alors le premier changement, la première innovation que nous avons voulu introduire, c'est la souplesse, comme je le disais il y a quelques instants, dans la communication avec le centre et entre les parties, avec les arbitres, et notamment avec la possibilité d'utiliser la communication électronique. Je crois que Thibault voulait dire quelques mots là-dessus. Merci Denis. Deux mots effectivement parce que ça c'est une fausse révolution mais rendue nécessaire par l'évolution de nos pratiques à tous, que ce soit celles des arbitres du centre mais également des praticiens. Désormais, dans le cadre du règlement d'arbitrage CMAP, les parties peuvent en toutes circonstances communiquer par voie électronique avec le centre, puis après les parties avec le tribunal arbitral. Alors différentes dispositions font état de cette possibilité aux articles 2.2, 4.2, etc. La demande d'arbitrage peut elle-même directement être adressée par voie électronique au centre d'arbitrage. Ensuite, les échanges subséquents peuvent intervenir par voie électronique. La charge de la preuve, ce sera évidemment le sujet, notamment en ce qui concerne la saisine du centre à l'origine, pèsera sur l'émetteur de la communication. Donc il appartient à l'émetteur de prendre toutes les dispositions qui lui paraissent opportunes pour être en mesure de démontrer qu'il a dans les délais, si la saisine s'inscrit dans un délai préfixe, qu'il l'a fait dans le délai imposé. Et là aussi, c'est pour le coup une certaine originalité. La sentence elle-même peut être rendue sous forme exclusivement électronique, à moins que l'une des deux parties ne s'y oppose. Donc, je crois que le CMAP là, montre une certaine cohérence avec l'évolution de nos pratiques à tous. Le sujet sera celui de la preuve, mais encore une fois, ce qu'on a voulu, c'est que les choses soient facilitées à la fois au moment de l'introduction, de la vie de la procédure, mais également au moment de sa conclusion par la reddition de la sentence. Merci. Nous avons aussi apporté quelques modifications en ce qui concerne le choix et la désignation des arbitres. Et je crois que Thibault, tu voulais aussi en dire un mot et notamment en profiter aussi pour parler de ton expérience au sein de la commission d'arbitrage. Oui, on s'est dit que c'était aujourd'hui l'occasion d'expliquer un petit peu le rôle de la commission d'arbitrage, présidée par le professeur Mainguy. J'en suis membre, ainsi que Anne Houtin-Adam. C'est donc une commission qui a vocation à intervenir à plusieurs stades de la procédure. Les profils de ces trois membres, les profils variés de ces trois membres montrent qu'on a une approche régulièrement dans le cadre de nos délibérations, une approche tout à fait différente, mais complémentaire des difficultés.
Je voudrais revenir sur 3 sujets qui nous amènent à rendre des décisions. Le premier, c'est des sujets qui sont en relation avec la constitution du tribunal. Le deuxième sujet, c'est en relation avec la reddition de la sentence. Et le troisième point, c'est la question des frais et honoraires et le rôle de la commission à ce stade. Alors, en ce qui concerne le rôle de la commission au moment de la constitution, il y a un principe parfaitement clair, mais qui est réaffirmé dans le règlement, qui est celui de la proposition des arbitres par les parties et de la composition du tribunal par la commission. C'est donc bien une décision de la commission qui va composer le tribunal arbitral. Ce sont les articles 16 et 17. Le tribunal est composé par une décision, les arbitres ayant été proposés par les parties. Alors, certains d'entre eux sont dans la salle. Les arbitres peuvent, le cas échéant, figurer sur une liste indicative, une liste d'arbitres qui est à la disposition des parties. Elle est généralement envoyée directement au moment de la saisine aux parties. La commission s'inspire de cette liste, le cas échéant, pour désigner un arbitre unique ou un président de tribunal, mais encore une fois, elle n'est pas limitative. Les arbitres qui sont sur la liste sont des arbitres formés. Julie Spinelli et Louis de Gausse, qui sont ici, sont en charge de la formation des arbitres, puisque un grand nombre de candidatures sont reçues de toute la France, avec des profils très différents, et le CMAP a cœur à ce que les arbitres qui ont vocation à être désignés aient une formation solide en droit de l'arbitrage. Alors, le profil des arbitres désignés par la commission, quand il revient à celle-ci de désigner un arbitre, par exemple quand c'est un arbitre unique, quel est-il ? D'abord, la commission s'attache à travailler au renouvellement, non pas de la population, mais des générations. Donc on essaye, sans faire de dégagisme évidemment, mais on essaye de permettre à certains arbitres plus jeunes, moins expérimentés le cas échéant, d'être désignés et d'intervenir dans des dossiers qui sont confiés au CMAP. Cela participe de ce vent de modernité, évidemment. Nous ne sommes pas insensibles à la nécessaire féminisation de cette activité, et donc les jeunes femmes sont évidemment régulièrement désignées par la commission. Les profils des arbitres sont variés. Il n'est pas nécessaire d'être juriste, professeur de droit ou avocat, même si évidemment statistiquement il est plus fréquent que les arbitres que nous désignons ont un bagage ou une pratique juridique solide, mais il arrive de désigner des experts comptables, des ingénieurs ou des chefs d'entreprise. Une règle que la commission, sous la présidence du professeur Minguis, s'est fixée est assez claire. Elle est la suivante, c'est qu'un arbitre peu expérimenté ne peut jamais être désigné comme arbitre unique ou comme président de tribunal. Le dénominateur commun de toutes ces désignations est clair. Il faut des arbitres qui rendent des sentences de qualité, puisque, en dépit évidemment d'une offre différente ou différenciée du CMAP par rapport à d'autres centres d'arbitrage, il est hors de question de transiger sur ce pourquoi les parties viennent, à savoir obtenir une décision juridiquement solide. Et donc, un arbitre plus jeune ou moins expérimenté pourra être désigné comme membre du tribunal arbitral, mais jamais comme arbitre unique ou comme président. Alors, concernant le nombre d'arbitres, là aussi, le règlement, en certaines circonstances, laisse à la commission le choix de décider lorsque les parties ne sont pas d'accord sur le nombre, arbitre unique ou tribunal arbitral composé de plusieurs arbitres. Là aussi, la commission, sous l'autorité du professeur Minguis, a fixé non pas une règle, mais en tout cas une route qui, généralement, impose le choix de 3 arbitres dès lors que l'on considère que l'arbitre unique doit rester l'exception. Sauf, évidemment, s'il est décelé dans une demande de tribunal arbitral de 3 arbitres, il est décelé une éventuelle tentative par une des 2 parties d'abuser d'une position financière plus favorable ou d'une sorte d'espoir que les choses iraient plus lentement dans le cadre d'une constitution d'un tribunal arbitral composé de plusieurs arbitres. La règle est donc celle d'un tribunal arbitral composé de 3 arbitres, et l'exception est celle d'un tribunal composé d'un arbitre unique. Dernière chose concernant les difficultés relatives à la constitution du tribunal. C'est évidemment le cas lorsque les arbitres à qui l'on demande de remplir une déclaration d'indépendance et d'impartialité mentionnent des points portent à l'attention de la commission un certain nombre de sujets. Il est clair que la commission fait preuve de pragmatisme. On sait tous que dans le milieu de l'arbitrage, les gens se côtoient pour différentes raisons. Ce seul fait n'est pas de nature à écarter un arbitre. Il est en revanche évidemment demandé une déclaration d'impartialité extrêmement précise, et systématiquement la commission interroge les parties, invite les parties à réagir sur tel ou tel point ou information qui aurait été portée à sa connaissance.
Donc un grand nombre d'allers et venues, généralement d'allers-retours, sont faits entre les parties et la commission, pour qu'à la fin, et généralement on arrive à trouver un accord et un consensus entre les parties et la commission, pour qu'à la fin la décision soit prise de retenir ou d'écarter un arbitre qui aura été proposé par une partie. Deuxième grande activité de la commission d'arbitrage, c'est le travail fourni à l'occasion de la rédaction de la sentence, qui évidemment une tâche qui revient exclusivement au tribunal arbitral, mais conformément à l'article 28.3 du règlement CMAP, les sentences sont soumises en projet à la commission d'arbitrage, qui procède à des suggestions de modification, parfois des corrections, à des vérifications de cohérence, qu'elles soient factuelles ou juridiques, avec là encore un objectif au regard du profil d'utilisateurs du CMAP, qui sont des utilisateurs moins fréquents que dans d'autres centres d'arbitrage. On est rarement en prise avec des directions juridiques ou des secrétaires généraux, mais plus souvent avec des litiges qui impliquent des grosses PME, des groupes familiaux, qui sont donc moins familiers avec l'arbitrage. Un point d'attention est suggéré aux tribunaux arbitraux, qui est de vraiment soigner la motivation, tout autant factuelle que juridique. Donc la commission s'attache à ce que la sentence puisse être comprise par l'utilisateur et qu'elle ne soit pas critiquable de ce point de vue-là, au-delà bien évidemment de sa forte solidité d'un point de vue juridique, ce qui met les sentences rendues par les arbitres du CMAP à l'abri, je crois historiquement, de toute annulation prononcée par la Cour d'appel de Paris. Dernière chose et dernière activité de la commission d'arbitrage, c'est la fixation des frais et honoraires. C'est le secrétariat général qui fixe les provisions, mais c'est ultimement la commission qui fixe les honoraires des arbitres. Là aussi, avec, je crois, un grand pragmatisme et un souci de l'équilibre entre les intérêts des arbitres d'une part et les intérêts des parties d'autre part, et le fait que le CMAP applique un barème et non pas un pourcentage des honoraires fixés en fonction d'un pourcentage de l'enjeu du litige, et des montants maximum, permet à la commission d'arbitrage de modérer ou d'augmenter les honoraires qui sont alloués aux arbitres, avec systématiquement une demande de détails sur les tâches fournies, et donc le temps passé notamment, les différentes audiences qui ont été organisées, etc. Voilà donc pour les 3 tâches de la commission d'arbitrage. J'espère que ça vous montrera que c'est au-delà d'un corps des gens qui travaillent, dans une transparence et en tout cas de manière assez fluide avec le secrétariat, avec les tribunaux qu'elle désigne, pour qu'à la fin, les utilisateurs du CMAP puissent obtenir satisfaction, peut-être pas juridiquement, mais en tout cas d'un point de vue clientèle. Merci Thibault. Alors dans le prolongement de cette question de la désignation des arbitres, dans le prolongement de cette question, de ces questions relatives à la désignation des arbitres, je voudrais qu'on aborde maintenant la question des arbitrages complexes, puisque c'est une situation dans laquelle justement, entre autres, ce n'est pas la seule question qui se pose, la désignation des arbitres peut poser problème. Et Julie Spinelli va nous expliquer quelles nouvelles dispositions nous avons introduites à ce sujet. Donc en effet, les dispositions relatives aux arbitrages complexes sont nouvelles et ont été incluses dans cette révision. Elles sont le résultat et le constat, de par notre expérience à chacun, qu'il faut prendre en compte une réalité qui est une augmentation des litiges dits complexes. Pour ce faire, on a inclus 3 dispositions, les articles 13, 14 et 15. L'article 13 qui est relatif à l'intervention d'une partie tierce à l'arbitrage. L'article 14 qui traite à la fois des arbitrages multiparties mais aussi multicontrats. Et enfin l'article 15 sur la jonction d'instances. Donc l'article 13 du règlement sur l'intervention vient du constat que très souvent, dans les procédures arbitrales, les parties, à un moment ou à un autre, demandent à faire intervenir un tiers, que ce soit l'assureur, que ce soit celui qui a garanti une demande. Et parfois, le travail du tribunal est un peu de faire de la pédagogie et d'expliquer, vous vous souvenez, l'arbitrage, c'est la chose des parties, ça vient de la volonté des parties, et je n'ai pas le pouvoir juridictionnel, moi, arbitre, si vous ne me l'avez pas donné, de traiter de cette intervention. Donc, cette disposition a pour objet d'encadrer
cette intervention, et cet incident de procédure, et d'expliquer comment ça fonctionne. Ça évite, alors c'est évidemment très utile, puisque, enfin je ne vais rien vous apprendre, mais ça évite le morcellement du contentieux, ça évite la multiplication des instances, ça évite également d'avoir des décisions contradictoires. Et ça rend opposable à toutes les parties concernées la sentence arbitrale. Et donc l'article 13.1 pose, 13.1 d'abord, pose les conditions de cette intervention et en tout premier lieu aussi indique qui est l'instance qui va se décider sur cette intervention. Donc avant, et c'est une construction assez classique, hein, l'article 13.1 prévoit qu'avant la constitution du tribunal arbitral, eh bien, c'est la commission d'arbitrage du CMAP qui est compétente pour décider de la question, à titre prima facie évidemment, et tout en laissant la possibilité ensuite au tribunal arbitral de revenir sur cette décision et de juger de sa propre compétence vis-à-vis de ce tiers. Après la constitution du tribunal arbitral, 13.1, mais aussi 13.5 ou 13.4, 13.5, voilà, 13.1 et 13.5 nous disent, après la constitution du tribunal, c'est évidemment au tribunal arbitral de se prononcer sur l'intervention de ce tiers. Ensuite, dans les deux cas, que ce soit avant la constitution du tribunal ou après, toutes les parties, y compris l'intervenant, est évidemment consultée. Ça ne veut pas dire que si l'intervenant s'y oppose, on le suivra, mais en tout cas, ils seront consultés. Ensuite, il y a deux cas d'intervention possibles. Soit l'intervenant avait donné son accord à une clause compromissoire, donc a priori, et l'intervenant est dès lors attrait dans l'arbitrage de manière, entre guillemets, forcée. Je dis entre guillemets, puisque évidemment, comme il a donné son accord à une clause compromissoire, il n'est qu'à moitié forcé. Soit, le consentement est donné a posteriori, une fois que la question de l'intervention est née, et que ce soit les parties, que ce soit le tribunal arbitral et que ce soit l'intervenant, l'ensemble des parties donnent leur accord, et dès lors, l'intervention peut avoir lieu. 13.2 nous donne les éléments que doit contenir la demande d'intervention, mais là, rien de nouveau sous le soleil, puisque c'est à peu près ce qui est requis pour la requête d'arbitrage. Ensuite, 13.4 nous indique une limite dans le temps qui est utile, parce qu'on ne veut évidemment pas avoir une intervention d'un tiers une fois les débats clôturés, qui, moi, m'est déjà arrivé. En tout cas, j'ai déjà reçu une demande d'intervention une fois les débats écrits, mais aussi les débats oraux terminés. Et heureusement, ce n'était pas possible. Mais si ça l'avait été, je pense que se pose la question de l'efficacité d'une telle intervention en bout de course d'une procédure arbitrale. Donc là, la limite de temps qui est fixée, c'est aucune intervention ne peut avoir lieu après la notification du premier mémoire au fond. Donc, c'est un principe d'efficacité procédurale bienvenu et qui protège aussi la sentence qui pourrait éventuellement se voir annulée en cas de violation du contradictoire, évidemment. L'article 13.5, donc j'en parlais tout à l'heure, nous dit que si la demande la demande d'intervention est faite après la constitution du tribunal, c'est évidemment le tribunal arbitral qui va en connaître. Et la deuxième partie de 13.5 est très utile, puisqu'elle nous dit, dans ce cas, l'intervention ne peut être autorisée que si l'intervenant accepte la constitution du dit tribunal arbitral et si un acte de mission a déjà été signé, adhère à son contenu. Donc là, on purge un peu la problématique d'Utco notamment, en faisant respecter le droit d'une partie à nommer son arbitre et son corollaire, évidemment, qui est l'égalité des parties dans la désignation du tribunal. En ajoutant cette disposition, eh bien, on se prémunit contre des objections de l'intervenant selon laquelle il n'aurait pas eu le choix dans son tribunal arbitral. Et de même, il adhère au contenu de l'acte de mission et donc au cadre défini entre les parties sur quelles sont les limites du litige. Ensuite, 13.6 nous explique le pouvoir qui est donné au tribunal arbitral, mais aussi à la commission d'arbitrage lorsqu'ils sont en train de décider d'une intervention,
quelles sont les circonstances. Donc, ça nous dit la commission d'arbitrage ou le tribunal arbitral tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes et en énumérant certaines, à savoir la compétence prima facie du tribunal arbitral sera prise en compte au moment de déterminer si oui ou non on autorise l'intervention, les risques de conflit d'intérêts, l'état d'avancement de la procédure arbitrale en cours, ce que je disais tout à l'heure, si on est très avancé, est-ce vraiment une bonne idée de laisser intervenir un tiers, et les conséquences de l'intervention, mais aussi l'avantage qu'il y aurait à traiter cette intervention dans l'arbitrage déjà commencé. Ensuite, l'article 13.7 nous donne, c'est à nouveau une disposition bienvenue, puisqu'elle nous dit que la commission d'arbitrage peut ajuster les provisions et peut appeler des fonds supplémentaires à raison de cette intervention, puisqu'en effet, une intervention peut nécessiter un travail supplémentaire de la part du tribunal arbitral. Et voilà pour ce qui est de l'intervention. Ensuite, l'article 14, alors lui, il est divisé en deux, dispositions, 14.1 et 14.2. 14.1 nous parle des arbitrages multipartites, où on nous dit qu'une demande d'arbitrage peut être formée par plusieurs demandeurs et contre plusieurs défendeurs. Et évidemment, ça peut être un demandeur contre plusieurs défendeurs ou plusieurs demandeurs contre un seul défendeur. Et qu'à l'inverse, tout défendeur peut, dans sa réponse à la demande d'arbitrage, présenter des demandes conventionnelles contre une ou plusieurs parties à l'arbitrage. Et je pense notamment à des éventuels intervenants qui auraient été ajoutés en cours de route. 14.2, lui, nous dit que des demandes peuvent être fondées sur plusieurs contrats ou en relation avec plusieurs contrats, et que cela peut se faire dans une seule procédure arbitrale unique. Et à nouveau, c'est une disposition bienvenue. Alors, c'est encadré. Il y a des conditions. Il faut donc ça peut être fait en application d'une ou plusieurs conventions d'arbitrage. Et si plusieurs conventions d'arbitrage il y a, c'est à condition que ces conventions d'arbitrage soient compatibles entre elles. Donc déjà qu'elles désignent a priori le même centre d'arbitrage, par exemple, mais aussi le même siège. Donc c'est pas ou, mais trois conditions, elles, en revanche, alternatives, que les demandes découlent de la ou des mêmes relations juridiques, ou bien que les demandes découlent de contrats composés d'un contrat principal et de ses contrats auxiliaires, ou encore que les demandes découlent de la même série d'opérations ou de la même opération. Merci. Attends, j'ai pas fini. La commission d'arbitrage, elle exerce ce contrôle prima facie, évidemment, à nouveau, et ensuite reste au tribunal arbitral de confirmer que c'est possible. Une dernière disposition, avant que tu me coupes, et pardon si je suis trop longue, la jonction. Et la jonction, c'est l'article 15, et c'est à nouveau une disposition extrêmement favorable à l'efficacité procédurale, à la réduction des coûts, et qui limite encore une fois les décisions contradictoires qui seraient rendues dans différentes procédures. En revanche, la jonction n'est pas toujours appropriée, et c'est là où l'article 15 définit le cadre dans lequel la commission d'arbitrage peut déterminer s'il convient ou non de joindre deux ou plusieurs procédures. À nouveau, la commission d'arbitrage, elle peut décider de joindre des procédures soit à la demande de l'une des parties, et ce qui est assez original, elle peut aussi le décider d'office, en sachant qu'avant toute jonction, la commission d'arbitrage doit consulter toutes les parties et tout arbitre désigné. Et ensuite, il y a 3 cas dans lesquels la jonction est possible. Soit les parties à la procédure ont accepté expressément la jonction, soit a priori dans la clause compromissoire, soit a posteriori une fois que le litige est né. Soit ce sont toutes les demandes présentées dans l'ensemble des procédures arbitrales sont formées en vertu de la ou des mêmes conventions d'arbitrage, et dans ce cas-là, c'est possible, pour des raisons d'efficacité notamment. Ou troisième cas, lorsque les demandes présentées dans les procédures arbitrales sont fondées sur plusieurs conventions d'arbitrage, à condition qu'elles soient compatibles entre elles et à condition qu'elles découlent de la même opération juridique. Et ce sont les mêmes conditions que pour les arbitrages
multi-contrat, multi-parties, à condition qu'elles découlent de la même relation juridique ou de la même opération ou série d'opérations, ou que ce soit un contrat principal et ses accessoires. Et à nouveau, la commission regarde les circonstances pertinentes avant de décider de joindre, et notamment le degré d'avancement des procédures. Et si décision de jonction il y a, la jonction a lieu au bénéfice ou au profit de la procédure commencée en premier lieu. Et puis après, il y a des dispositions, mais que je vous laisse lire, sur la rémunération des arbitres si jamais il y a jonction. Merci Julie. Merci aussi d'ailleurs pour cette allusion à la rémunération, puisque ça fait une transition toute naturelle vers la question des coûts, à propos desquels nous avons aussi modifié, peut-être de manière moins importante, les dispositions pertinentes du règlement. Et Louis de Goos va nous expliquer exactement quelles nouvelles dispositions nous avons introduites. Merci, cher Denis, et puis merci de m'avoir désigné volontaire pour ce sujet hautement intellectuel que sont les coûts. Néanmoins, c'est le nerf de la guerre. Et voilà. Alors, effectivement, on a toiletté quand même un petit peu les coûts, et il y a quelques innovations quand même. Je dirais, il y a un toilettage, 2 nouveautés. Et puis, je reviendrai, je ne ferai peut-être pas dans cet ordre-là, sur un point d'actualité sur lequel le règlement du CMAP, sans avoir modifié vraiment le règlement, mais néanmoins est en accord avec ce point d'actualité qui est l'arrêt Vidatel, pour ne pas le citer. Donc, premier point, toilettage. Le règlement, alors je vais citer les numéros d'articles, mais bon, peu importe. Par la lecture croisée de l'article, c'est l'article 11 dont on parle avec les coûts, donc de 11.1 et de 11.10, permet au centre, au CMAP, d'appeler une avance non seulement sur les honoraires, sur les frais administratifs, mais aussi sur les dépenses prévisibles des arbitres. Donc il y a d'emblée la volonté très pragmatique de permettre à la commission d'arbitrage d'apprécier au plus juste, si j'ose dire, les avances à faire pour éviter, dans la continuation de la procédure, des surprises sur de nouveaux appels d'avance, et donc d'essayer au plus juste, en tous les cas, d'avoir ces provisions. Toujours dans l'innovation de 11.1, la chose est intéressante, c'est que, comme a dit Thibaut Dallès, à la fois nous avons un barème et non pas un pourcentage dans le système CMAP, mais dès 11.1, nous avons souhaité permettre à la commission de s'éloigner du barème si besoin était, mais à une condition très stricte, à la condition de l'accord express des parties, donc de toutes les parties. Autrement dit, c'est pas parce qu'une partie le veut ou un arbitre le veut qu'on va se permettre effectivement de se détacher du barème. Le barème, il est là. C'est un des points importants, comme a dit Thibaut, de l'arbitrage CMAP. Mais il y a cette souplesse-là, si tout le monde, enfin si toutes les parties sont d'accord, effectivement, pour s'en éloigner. Le deuxième point sur lequel je voulais appeler votre attention, c'est justement cette histoire de l'arrêt Vidatel. Donc je ne vais pas tout rappeler, surtout qu'il est très complexe cet arrêt, mais juste pour que vous ayez une idée, qu'on soit sur la même longueur d'onde de quoi on parle. Typiquement, un arbitrage avec un demandeur et 3 défendeurs. Bon. Et au lieu d'avoir un arbitrage à 3 arbitres, on se trouverait avec un arbitrage à 5 arbitres. Un arbitre nommé par le demandeur, puis un arbitre nommé par le défendeur numéro 1, un troisième par le défendeur numéro 2, quatrième par le défendeur numéro 3, et puis l'institution nomme un 5e arbitre pour faire l'imparité. Certains qui pourraient croire que les arbitres sont parfois un petit peu plus attentifs à ce que dit la partie qui les a nommés pourraient considérer qu'on a un tribunal arbitral un peu déséquilibré, avec un arbitre du côté des demandeurs et puis 3 arbitres du côté des défendeurs. Alors, justement, je m'éloigne un peu du sujet du coup. Excuse-moi, Denis, mais nous avons d'ailleurs changé l'article 17.9
qui permet, au stade de la constitution du tribunal arbitral, à la commission d'arbitrage, nouveau rôle, Thibault, de s'éloigner de la convention des parties afin, et nous disons, je crois, pour des principes impératifs ou pour respecter justement l'égalité des parties, de s'éloigner de la volonté des parties. Et tout motif légitime. On t'a donné beaucoup de pouvoir quand même. Hein. Et de s'éloigner de la convention des parties pour justement essayer de rééquilibrer le groupe, si j'ose dire, demandeur et le groupe défendeur. Ça, c'est pour la constitution de tribunal arbitral. Je reviens sur mes coûts, qui est le sujet qui m'est échu. Et sur les coûts, en tous les cas, là, c'est clair. C'est-à-dire que 11.3, on a le groupe des demandeurs et le groupe des défendeurs. Chacun, pour moitié, fait l'avance des frais. Et lorsque chacun de ces groupes est lui-même multipartite, ça sera partagé de façon égalitaire entre les membres du groupe demandeur, les membres du groupe défendeur. Vous comprenez donc l'égalité et l'équilibre qu'on a voulu effectivement donner à ce règlement et d'éviter les parfois circonvolutions intellectuelles que pourraient poser des problèmes de déséquilibre. J'en arrive à un troisième point qui, là, est une innovation. C'est le point toujours assez délicat où une des parties, on ne va pas la nommer, mais tout le monde sait ce que c'est, n'accepte pas de verser l'avance de provision mise à sa charge. Donc bien sûr, le CMAP a de façon classique et avait de façon classique la possibilité pour l'autre partie de pallier la défaillance de la partie non payante, hein, qui n'avance pas sa partie de provision. Mais nous sommes allés un peu plus loin. Pourquoi ? Parce que souvent cette question est liée, comme quoi on va pouvoir faire un truc intellectuel avec des coûts, souvent la question est liée à la problématique de l'effet négatif de compétence-compétence. Je m'explique. Pour, effectivement, appuyer l'effet négatif de compétence-compétence et venir dire éventuellement à un juge qui serait saisi « Non, monsieur ou madame le juge, vous devez vous dessaisir parce que j'ai une clause d'arbitrage », c'est encore mieux de dire « Non, madame le juge, monsieur le juge, vous devez vous dessaisir parce que j'ai un tribunal arbitral qui est déjà saisi ». Or, quand une des parties n'accepte pas de payer l'avance, le tribunal arbitral n'est pas saisi. Donc, comment peut-on faire ? Quelquefois, pallier la défaillance, c'est un peu long, il faut trouver l'argent, il faut trouver le financement. Donc, nouvelle disposition dans l'arbitrage CMAP, et là je crois que c'est une vraie originalité, c'est la possibilité donnée à la commission d'arbitrage encore, avec un pouvoir immense, puisque si elle le souhaite, de permettre aux arbitres de commencer leur mission, d'être saisis du dossier si les provisions déjà versées, donc par définition par une seule des parties, suffisent à couvrir les diligences jusqu'à l'établissement de l'acte de mission. Donc vous comprenez que du coup, on va pouvoir enclencher, si j'ose dire, la procédure d'arbitrage avec un tribunal arbitral constitué sans avoir pour autant l'intégralité des avances versées parce qu'une partie a été défaillante et sans obliger effectivement la partie demanderesse par hypothèse à devoir verser l'intégralité de la provision. Alors bien sûr, une fois qu'on arrive avec de mission, les choses vont devoir être suspendues, mais néanmoins, on aura enclenché ça et j'y vois un intérêt, comme je le disais, avec l'effet négatif de la compétence-compétence. Et puis enfin, dernière innovation qui me paraît importante aussi, non seulement dans le cadre de l'arbitrage CMAP, mais même au-delà, parce que ça vient institutionnaliser une pratique qui se répand et sur lequel jusqu'à présent le règlement du CMAP était silencieuse, c'est le tiers financeur de procès. Donc l'article nouveau 11.11 traite du tiers financeur de procès, en disant que lorsqu'il y a un tiers financeur du procès, la partie financée doit le révéler immédiatement et le règlement précise le révéler au stade, si c'est le demandeur, de la demande d'arbitrage, si c'est le défendeur, le cas sera moins fréquent, au stade de la réponse à la demande d'arbitrage. Pourquoi ? Parce que le règlement le dit, c'est pour permettre aux arbitres, effectivement, d'ensuite
faire de façon complète remplir de façon complète leur propre obligation de déclaration d'indépendance et d'impartialité, compte tenu donc de la présence ou pas d'un tiers financeur. Voilà les quelques remarques sur les coûts. Merci Louis pour ces explications. Je vais te redonner la parole pour que tu évoques une autre innovation du règlement, qui est le pouvoir du tribunal arbitral de s'opposer à un changement de conseil au cours de la procédure. Oui, alors là, c'est aussi une innovation qui, je pense, va vous faire réagir. J'espère qu'on aura du temps pour les questions et réactions. C'est qu'effectivement, le règlement, ces nouvelles dispositions, donnent au tribunal arbitral, cette fois, on ne peut pas toujours donner le pouvoir à la commission d'arbitrage, mais donne au tribunal arbitral le pouvoir d'interdire à une partie de s'adjoindre un nouvel avocat ou de remplacer son avocat. Alors vous allez me dire, vu comme ça, c'est assez fort de café, surtout venant d'un ancien membre du Conseil de l'Ordre, c'est pas terrible. Mais effectivement, cela participe très exactement des réflexions qui ont été menées et qui ont conduit aux règles IBA de l'International Bar Association en matière de représentation des parties, qui a aussi donné au tribunal arbitral cette possibilité. Alors, naturellement, il n'est pas interdit aux parties de s'adjoindre un avocat ou de changer d'avocat. Mais les parties doivent avant, et c'est ça qui est très important dans le règlement, avant de changer, doivent en parler, doivent le dire, doivent en parler au tribunal arbitral. Et le tribunal arbitral doit, dans ces cas-là, regarder si ce changement ou ce nouvel avocat va créer une nouvelle situation de conflit d'intérêts. Donc vous comprenez que l'intérêt de la règle n'est pas d'éviter ou d'interdire à une partie de choisir son avocat, ça c'est clairement non, mais l'intérêt c'est d'éviter qu'une partie vienne instrumentaliser effectivement le choix d'un avocat pour créer une situation de conflit d'intérêts ou de défaut d'indépendance et d'impartialité du tribunal arbitral en cours de procédure, afin de réduire à néant la procédure ou de devoir la faire recommencer à zéro, et ce, de façon infinie dans le temps. Donc pour éviter ce genre de petites manœuvres, et si on l'a fait, c'est que ça a été fait, peut-être pas au CMAP, mais en tous les cas, ça commence à être connu. Donc voilà, une possibilité de réduire cette possibilité, justement, et donc cette discussion entre le tribunal et la partie intéressée. Si, effectivement, il y a cette situation de conflit d'intérêts ou de défaut d'indépendance qui se trouverait nouvellement créée, en ce cas, le règlement dit, pas interdit à la partie de changer d'avocat, mais elle doit en choisir un autre. Voilà. Donc il y a juste, en réalité, une sorte de veto qui peut être posé par le tribunal arbitral, non pas pour changer d'avocat, non pas pour choisir un avocat, mais pour choisir tel ou tel avocat qui, comme par hasard, créerait la situation de conflit d'intérêts. Merci Louis. Et puisqu'on en est à parler du déroulement de la procédure, puisque les questions que tu as évoquées se posent par hypothèse alors que le tribunal arbitral est déjà constitué, est-ce que tu pourrais nous présenter les nouvelles dispositions concernant le déroulement de la procédure ? Oui, alors bien volontiers. Ça va aller plus vite. Oui, il y a moins de choses, mais il y a des choses, oui, il y a des choses qu'on peut noter quand même, notamment le fait que, en ce qui concerne l'acte de mission ou le PV d'arbitrage, l'acte de mission c'est plutôt une dénomination CCI, mais qui était donc de rigueur, si j'ose dire, dans l'arbitrage CMAP aussi, celui-ci devient facultatif. Donc il est permis, c'est l'article 23.3, effectivement, aux parties et aux arbitres de rédiger et de signer un acte de mission comme il aurait, ce n'est pas une obligation, et ça aurait tout à fait possible de faire sans. Et puis en termes de règles de procédure aussi, ça c'est un point qui est intéressant, surtout après la pandémie que nous avons connue et les difficultés que nous avons tous connues dans les procédures d'arbitrage.
il y a une nouvelle disposition sur l'audience qui est obligatoire. La tenue d'une audience, donc, alors il n'est pas dit si c'est en présentiel ou en numérique, comme a dit Thibault, on a maintenant des dispositions vers le numérique intéressantes dans le règlement CMAP, mais en tous les cas, une audience doit obligatoirement être tenue si une partie en fait la demande. Donc le principe, c'est une seule partie, quiconque en fait la demande, tout de suite, une audience doit être tenue. On ne peut pas se trouver avec un tribunal qui, pour des raisons X ou Y, vous dirait « Oh non, pas besoin d'audience, on va faire ça sur pièce ». Donc ça, c'est un point intéressant de la procédure. Et puis, quitte à avoir le micro, je termine juste avec 2 autres points rapides sur la procédure, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des nouveautés, mais qui sont des originalités très particulières au CMAP. En tous les cas, il y en a une, je commence par ça, c'est le tribunal arbitral préconstitué. Donc le tribunal arbitral préconstitué, c'est quelque chose qui n'existe qu'au CMAP. C'est lorsque les parties le souhaitent, naturellement, elles peuvent, pour des raisons qui leur sont propres, et notamment des raisons de rapidité, hein, on imagine bien, c'est comme ça qu'on l'avait fait à l'époque, en tous les cas, passer tout le stade de la nomination du tribunal arbitral. Parce que peut-être le jeu n'en vaut pas la chandelle, ou que sais-je, et qu'on est plutôt pressé d'avoir une première décision sur quelque chose. Eh bien, on fait confiance à un tribunal arbitral préconstitué au sein du CMAP. Donc il y a normalement 3 titulaires et 3 suppléants pour éviter les conflits d'intérêts. Et donc, immédiatement saisir effectivement ce tribunal sur une ou certaines questions. On n'est pas obligé de le saisir de l'entièreté du litige d'ailleurs. Auquel cas, on a une procédure qui est plus light, si vous me permettez l'expression, avec un seul échange de mémoire et donc une décision qui est plus rapide. Et puis, puisque je suis dans les procédures plus rapides, effectivement, il y a aussi une procédure accélérée au sein de la procédure générale. Donc, lorsque vous êtes dans un arbitrage CMAP, vous avez la procédure normale, mais en étant dans la procédure normale, vous pouvez demander au tribunal arbitral d'avoir, sur tous les points ou sur certains points, une procédure accélérée. Et là aussi, 2 principes, il n'y aura qu'un échange de mémoire. Donc ce sont les articles 34 pour le tribunal arbitral préconstitué et 36 pour la procédure d'arbitrage accéléré. Merci Louis. Je vais pour ma part évoquer dernière modification importante du règlement qui a consisté à lier le règlement d'arbitrage et le règlement de décision d'urgence qui existait déjà. Le règlement de décision d'urgence existe depuis plusieurs années. Nous l'avons un petit peu modifié, mais son adoption en soi n'est pas une nouveauté. Alors, le règlement de décision d'urgence, c'est un règlement qui prévoit une procédure dans laquelle les parties, avant de saisir la juridiction compétente au fond, qui peut être un tribunal arbitral ou le juge étatique, s'adressent au CMAP qui désigne un tiers décideur qui peut rendre une décision provisoire ou conservatoire. C'est ce qu'on appelle, il me semble en anglais, l'adjudication. Et cette décision rendue par le tiers décideur n'est pas une sentence arbitrale. C'est une décision qui est obligatoire pour les parties, mais à titre d'obligation contractuelle, pas au titre d'une décision de justice. Ce qui veut dire que les parties doivent mettre en œuvre les mesures adoptées par le tiers décideur. Si elles ne le font pas, il n'est pas possible de demander l'exécution de la décision et de prendre des mesures d'exécution forcée. En revanche, les parties qui ne se conforment pas à la décision du tiers décideur engagent leur responsabilité contractuelle. Et c'est donc la juridiction compétente au fond, tribunal arbitral ou juge étatique, qui en tirera toutes les conséquences. Bon, comme vous l'avez compris, les parties peuvent décider de recourir à la procédure de décision d'urgence CMAP sans adhérer au règlement d'arbitrage. C'est tout à fait possible. La juridiction compétente au fond peut être
une juridiction étatique. Mais ce que nous avons introduit, la nouvelle disposition que nous avons introduite dans le règlement d'arbitrage, au début, prévoit que, sauf volonté expresse contraire, ce n'est pas absolument impératif, les parties peuvent déroger à cette règle, mais dans le silence des parties, si elles n'y dérogent pas expressément, le fait d'adhérer au règlement d'arbitrage CMAP vaut aussi adhésion au règlement de décision d'urgence. Ce qui veut dire que, automatiquement, avant la constitution du tribunal arbitral, les parties qui ont choisi l'arbitrage CMAP désormais, sauf volonté expresse contraire, pourront aussi mettre en œuvre la procédure de décision d'urgence. Nous avons estimé que c'était une mesure de nature à offrir une nouvelle possibilité aux parties qui ont besoin d'une décision rapide avant que le tribunal arbitral ne soit constitué, étant bien entendu qu'une fois le tribunal arbitral constitué, c'est à lui d'accorder toute mesure provisoire au conservatoire. De plus, et nous avons aussi modifié le règlement de décision d'urgence en ce sens, sauf volonté expresse contraire, bien sûr, le fait d'adhérer au règlement d'arbitrage CMAP ou au règlement de décision d'urgence interdit aux parties de saisir le juge étatique pour obtenir des mesures provisoires et conservatoires afin de concentrer la compétence auprès du tiers décideur. Alors évidemment, encore une fois, les parties peuvent parfaitement se réserver le droit de saisir le juge étatique, c'est important. Simplement, au moment de la rédaction de la convention d'arbitrage ou de la clause compromissoire, c'est plutôt en général une clause compromissoire, les parties devront veiller, si elles le souhaitent, à déroger à cette disposition. Par ailleurs, cette renonciation à saisir le juge étatique, en France c'est le juge des référés notamment, n'est pas absolue. Évidemment, et les deux règlements le prévoient expressément, les parties peuvent toujours saisir le juge étatique pour demander les mesures qu'il est le seul à pouvoir accorder, notamment les sûretés judiciaires, les saisies conservatoires. Les parties peuvent également saisir le juge des référés pour demander une mesure d'instruction avant tout procès. Il nous a paru quand même préférable de leur conserver cette possibilité. Et donc, à quoi les parties renoncent, c'est à une action devant un juge étatique pour obtenir une mesure provisoire au conservatoire, pas une mesure d'instruction. Et dernière observation sur ces nouvelles dispositions, elles ne sont pas rétroactives. Ça paraît assez naturel du point de vue du droit des contrats. Encore une fois, le règlement d'arbitrage CMAP, nouvelle formule, et le nouveau règlement de décision d'urgence s'appliquent à toutes les procédures qui seront commencées à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, l'adhésion automatique, quand on adhère au règlement d'arbitrage CMAP, au règlement de décision d'urgence et la renonciation à saisir le juge étatique ne produiront leur effet que pour les conventions d'arbitrage qui ont été conclues à compter du 1er janvier 2022. Parce qu'encore une fois, il était impossible de faire produire un tel effet à titre rétroactif à des conventions qui auraient été conclues auparavant. Voilà, nous avons fait le tour des dispositions les plus importantes. Encore une fois, je vous remercie pour l'intérêt que vous avez manifesté envers le CMAP et ces nouveaux règlements en venant ici. Et nous avons largement le temps d'engager un débat. Nous en sommes même désireux. Donc si vous avez des questions ou des observations, n'hésitez pas. Il y a un micro qui peut circuler. C'est bon. Bonjour, merci beaucoup de me laisser la parole. Céline Greenberg, je voulais dire que j'ai été très surprise, mais une excellente surprise d'entendre que le CMAP est la première institution, je crois, à introduire une possibilité pour le tribunal d'être saisi, même lorsque la provision qu'il a fixée n'est pas intégralement payée. Ça me semble aller vraiment dans le bon sens et dans le sens de la confiance que peut inspirer l'arbitrage comme mode de résolution des litiges dans des relations qui sont parfois déséquilibrées entre les parties.
tout le monde n'est pas forcément en mesure à n'importe quel moment de payer la partie de la provision qui est mise à la charge de l'autre et qui n'a pas été versée. Et donc je trouve que c'est vraiment excellent, que ça permet en outre au tribunal d'être saisi et d'ordonner peut-être des mesures provisoires pour que le paiement soit fait, de réfléchir à des mesures qui pourraient être prises en urgence. Et c'est vraiment une réponse à des possibles dénis de justice. Et donc je félicite vraiment les auteurs du règlement et le courage de l'institution pour être un pionnier sur ce terrain. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut le micro ? Oui. Moi, je voudrais juste rebondir d'ailleurs sur ce qui vient d'être dit par Céline sur le sujet justement de la partie défaillante. Alors, je ne sais pas si c'est dans le cadre du règlement révisé ou si c'est une question qui est peut-être un peu plus large, mais sur la position du CMAP, sur le traitement des demandes qui peuvent être faites par une partie qui serait défaillante, mais qui néanmoins participerait à la procédure parce que sa carence serait palliée par l'autre partie et qui formerait des demandes néanmoins dans le cadre de la procédure. Et on sait que c'est toujours un sujet, puisqu'il y a la question des demandes qui sont indissociablement liées ou non au litige. Et ma question, du coup, est-ce que ce sujet est traité dans le nouveau règlement ? Et si tel n'est pas le cas, quelle est la position du CMAP sur ce type de situation ? Alors le sujet est traité. Le sujet est traité naturellement. Il est traité classiquement, c'est-à-dire que la partie qui pallie la défaillance de l'autre peut demander à la commission d'arbitrage que la provision totale qui est à verser ne corresponde qu'à ses demandes à elle. Donc effectivement, en ce cas, le tribunal n'est saisi que des demandes de la partie qui a avancé les coûts. Cela n'exclut pas cependant Pirelli et compagnie, c'est-à-dire que la partie qui bien sûr est en défense puisse se défendre. Mais ça pose la question de demande reconventionnelle. Indissociable. Voilà, c'était le sens de mon... Merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question concernant le tribunal arbitral préconstitué, qui est quelque chose de très novateur et une excellente idée. J'avais deux questions, en fait, par rapport à cette idée-là que j'approuve, je pense qu'on approuve tous ici. La première, c'est est-ce que les membres de ce tribunal préconstitué seront connus? Est-ce qu'ils seront indiqués sur le site web de la CMAP? Est-ce que les parties pourront savoir qui sont ces membres avant de décider ou pas de suivre cette procédure? Et la deuxième question, c'est si j'ai bien compris, la nomination de ces membres, des membres en question, sera effective pour 1 an chaque fois. Je me demande, pour 2 ans, quelles sont les mesures que le CMAP peut prendre pour s'assurer de la disponibilité des personnes en question de recevoir des missions? Merci. Alors, on n'a pas prévu au règlement les modalités du CMAP pour s'assurer de la disponibilité des membres. Mais effectivement, le règlement, en revanche, prévoit bien qu'il y aura 3 titulaires, 3 suppléants, comme je l'ai dit, nommés pour 2 ans par la commission à ma gauche, Thibaut Dallès. Vous avez compris maintenant que c'est lui qui décide. Mais voilà. Et encore une fois aussi, il y a des dispositions assez rapides pour changer d'arbitre entre un titulaire et un suppléant, notamment en cas de récusation ou d'empêchement. Voilà. Donc c'est très rapide. On a quelque chose qui lisse ou qui évite les problématiques de tout ce qui est constitution du tribunal arbitral. Avec, du coup, on y avait vu, parce qu'encore une fois, c'est pas nouveau dans le règlement, et c'est vrai que c'était pas très connu dans l'ancien règlement. On n'avait pas forcément beaucoup communiqué là-dessus. L'idée est quand même de dire aux clients, de dire aux parties, avoir une clause d'arbitrage CMAP ne vous entraîne pas forcément à devoir faire à chaque fois et pour tous vos problèmes un arbitrage complet, total, le full Monty, quoi.
vous pouvez effectivement, dans certains cas, où la conduite du contrat le requiert, avoir ce type d'arbitrage peut-être plus simple, plus rapide. Voilà. Maintenant, je vais passer la parole à Sophie pour la disponibilité et puis le choix des arbitres. Enfin, le choix des arbitres, c'est la commission. C'est une disposition qui est assez ancienne quand même. Ça fait plusieurs années qu'on l'avait insérée dans le précédent règlement. Alors c'est très novateur, mais ça n'a pas créé une pratique. C'était peut-être trop novateur. On est souvent comme ça au CMAP. On avait créé des plateformes en ligne il y a 20 ans, ça n'intéressait personne, et maintenant tout le monde le fait. Donc voilà, on est peut-être un peu trop novateur. Donc on n'a pas eu la pratique, on n'a pas testé le tribunal arbitral préconstitué, mais c'est quelque chose qui plaît. Donc on a voulu que ce soit de nouveau dans le règlement, en disant que peut-être un jour des entreprises y recourront. Il y a quand même l'idée de se dire, alors oui, il y a la rapidité. Je pense que ça n'a pas attiré l'intérêt des entreprises et de leurs conseils, parce qu'en arbitrage, l'intérêt de l'arbitrage quand même, c'est de pouvoir choisir ses arbitres. Donc proposer à l'avance le nom des arbitres, oui, il y a l'intérêt d'avoir la rapidité de la constitution du tribunal, et la commission sait à quel point c'est compliqué la constitution du tribunal arbitral, et les juristes qui y travaillent aussi. Mais je pense que c'est peut-être ça qui freine, c'est de se dire que le tribunal arbitral préconstitué, on n'a pas le choix de ces arbitres. Mais on va réitérer, comme on l'a fait dans le règlement, c'est la promotion de ce tribunal arbitral préconstitué. Et on va, là, on a une assemblée générale le 1er octobre. C'est pour ça qu'on vous a mis tous les règlements en mettant en draft, parce que ça doit être adopté par le conseil d'administration et l'assemblée générale le 1er octobre prochain. Et à compter de l'adoption officielle du règlement, on recréera un tribunal arbitral préconstitué. Et voilà, il faudra que les personnes qui vont être choisies s'assurent, il faudra que ce soit un engagement écrit d'être disponible à tout moment. Voilà, donc c'est vrai que c'est une vraie contrainte. Voilà, donc, mais il faudra la respecter. Et la question de savoir, c'est est-ce que le tribunal arbitral préconstitué sera sur le site avec le nom des arbitres ou pas. On n'a pas encore tranché. Donc voilà, si vous avez des observations, elles sont les bienvenues aujourd'hui. Je pense que ce serait une bonne idée. Peut-être c'était pour ça qu'on n'était pas au courant jusqu'à non, mais de faire, oui, c'est ça, faire la promotion du tribunal arbitral préconstitué sur le site, oui. Mettre le nom des arbitres permanents et suppléants, voilà, c'est une question à laquelle, pour l'instant, on n'a pas... Si on nous le demande, si on dit on veut mettre en place un tribunal, bien évidemment, on enverra la liste complète. Savoir si on le met sur le site en amont, c'est une question, mais ça peut être un moyen aussi d'en faire la promotion. Donc, vos observations sont les bienvenues. Vous dites plutôt oui. Moi, je pense qu'effectivement, ça crée de la visibilité. Et je pense que ce type de mesure peut intéresser peut-être des litiges d'une moindre valeur et des parties qui ont besoin d'une solution très rapide, afin que les parties puissent se dire oui, on fait ça. C'est bien de savoir qui serait le potentiel arbitre. Ok. Alors, il y a Laurence Kiffer qui voudrait intervenir. Merci. Merci à tous pour votre présentation innovante ou sur les propositions innovantes du CMAP. Je reviens sur cette histoire de tribunal préconstitué. Aujourd'hui, lorsqu'on est demandeur ou défendeur, d'ailleurs à une partie à une procédure d'arbitrage, quand on saisit le CMAP, on vous fait des propositions en réponse. Quand on accuse réception de la demande, on fait des propositions d'arbitre. Et du coup, je me demande comment ça va s'articuler avec ce tribunal préconstitué, puisque on reçoit déjà, on peut en sortir, je comprends, mais que le CMAP préfère que l'on pioche dans la liste d'arbitres qui est proposée, plus ou moins. D'ailleurs, je serais intéressée de savoir comment elle est constituée, cette liste, si effectivement elle est constituée en adéquation par rapport au litige, ou est-ce que c'est la liste du moment, je ne sais pas comment est-ce qu'elle est constituée, et comment ça va se passer une fois qu'il va y avoir ce tribunal préconstitué. Est-ce qu'on va rajouter ce tribunal préconstitué dans la liste des arbitres? C'est ça, j'ai un petit flottement là-dessus. Je ne sais pas si je suis très claire, mais vous êtes d'accord que quand on reçoit une lettre, on a des propositions d'arbitre? Je vais commencer à répondre à votre question et ensuite je passerai la parole à Thibault. Sur le dernier point que vous avez évoqué, en fait, le tribunal arbitral préconstitué doit être distingué
de ces propositions de nom qu'on vous fait. Ce sont deux choses différentes. Le tribunal arbitral préconstitué est donc établi de manière permanente, comme son nom l'indique. Si les parties décident d'y avoir recours, le litige est confié à ce tribunal, sous réserve que l'un des titulaires soit remplacé par un suppléant pour le cas où il y aurait un conflit d'intérêts, puisqu'évidemment, à chaque fois, il doit faire une déclaration d'indépendance. Et éventuellement aussi, s'il y avait ponctuellement un problème de disponibilité d'une personne, on pourrait imaginer de le remplacer par un titulaire. Mais ça, lorsque le secrétariat reçoit une demande d'arbitrage, il pourrait éventuellement, le règlement ne le prévoit pas, mais rien ne l'interdit, suggérer aux parties d'avoir recours au tribunal arbitral préconstitué en donnant le nom des arbitres qui le composent. Mais ça, c'est aux parties. Il faudrait que les deux parties soient d'accord pour le faire. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, dans le cas normal, lorsque le secrétariat suggère des noms d'arbitres, c'est pour la procédure ordinaire dans laquelle les parties, normalement, proposent chacun un arbitre. Ce sont deux choses différentes. Voilà. Comment est-ce que les noms... La liste du CMAP est très importante. Il y a beaucoup d'arbitres dessus. Donc lorsque le secrétariat envoie quelques propositions aux parties, c'est en général en fonction de la nature du différend et des spécialités des arbitres concernés. Mais ça n'est qu'une suggestion, puisque notre liste, c'est important, est ouverte. Donc les parties peuvent toujours désigner des arbitres qui ne sont pas sur la liste. Enfin, quant à la façon dont la liste est constituée, là je vais passer la parole à Thibault, puisque c'est une des tâches de la commission d'arbitrage. Quand vous dites, pardon, juste une petite précision, quand vous dites que la liste est ouverte, elle est consultable quelque part, la liste des arbitres CMAP? Alors, le CMAP a fait le choix de ne pas publier sa liste. En revanche, pour un litige déterminé, il est toujours possible de demander au secrétariat quelques noms qui, encore une fois, sont choisis en fonction des profils des arbitres et de la nature du différend. Merci. Donc sur la composition de la liste des arbitres agréés par le CMAP, il y a une commission d'agrément qui se réunit, qui examine des candidatures qui lui sont soumises. La commission tranche et accepte d'agréer ou pas tel ou tel arbitre sur la base de critères qui sont relativement objectifs, à savoir l'expérience, la formation, les qualités intrinsèques. Et puis, globalement, on voit assez vite, surtout que généralement les candidats ont suivi la formation de Louis et Julie, et donc ont été évalués par l'intermédiaire d'une sentence qu'ils ont été amenés à rédiger. Donc on voit si oui ou non réellement ces gens-là ont vocation à intégrer la liste. Encore une fois, c'est pas parce qu'on n'est pas sur la liste qu'on peut être nommé, et ce n'est pas parce qu'on est sur la liste qu'on est garanti d'être nommé, qu'on a une garantie d'être nommé. La commission se sert de la liste lorsqu'elle doit choisir un arbitre unique ou qu'elle doit choisir un président. Mais là aussi, les arbitres déjà désignés par les parties suggèrent des noms de présidents, et donc on peut parfaitement s'en écarter. Merci. Sophie, vous voulez dire quelque chose, je crois. Je voulais compléter les propos de Denis et de Thibault. Quand on est saisi d'une requête en arbitrage, je passe sous le contrôle de Bérangère Clady, qui est la directrice du pôle Marthe, donc c'est elle qui supervise tout ça. Quand on est saisi d'une requête, on va écrire, on va notifier au défendeur la requête et on va proposer des noms d'arbitres. Donc voilà, l'objectif aussi, c'est de faire connaître les arbitres du CMAP. Donc on met, je parle sous le contrôle de Bérangère, 4 ou 5 noms d'arbitres qu'on propose au défendeur. C'est une suggestion, hein, et comme vous l'avez dit, il peut très bien choisir sur cette liste, il peut très bien choisir un autre arbitre du CMAP, ou il peut très bien choisir un arbitre qui n'est pas du CMAP. Mais l'idée, c'est de faire connaître les noms des arbitres du CMAP, et là, ce sera en fonction de la typologie du litige, de l'expérience des arbitres et de leur connaissance du secteur concerné. Donc, c'est aussi un moyen de faire connaître le nom des arbitres. On n'a pas souhaité d'avoir de liste ouverte, ça existe dans d'autres institutions. On n'a pas eu l'impression que ça avait démontré son efficacité parce que les entreprises ne savent pas toujours quoi faire de ces listes. Ils ne sont pas sûrs de l'expérience de l'arbitre, des listes publiques. Voilà, c'est ça. C'est que ça existe, mais ce n'est pas toujours un service qu'on rend aux entreprises parce qu'elles ne savent pas toujours comment s'en servir. Oui, liste publiée, hein, Olivier, tu as raison. On est bien d'accord que le CMAP, c'est une liste ouverte. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a des centres qui avaient des listes fermées. Ça veut dire qu'on ne peut pas choisir un arbitre en dehors de la liste. Ce n'est pas le cas pour le CMAP. Liste ouverte, on peut choisir en dehors de la liste, mais elle n'est pas publique.
Et donc, c'est plutôt un agrément. En fait, il vaudrait mieux parler d'un agrément que d'une liste. C'est le cas d'ailleurs, c'est un agrément. Non, sur le tribunal arbitral préconstitué, je voudrais revenir juste sur une ou deux choses qui me paraissent importantes. Le tribunal arbitral préconstitué, on l'avait fait, je crois, il y a une bonne dizaine d'années. Donc on était très en avance sur notre temps. Enfin, je dis ça parce que je n'étais pas étranger à cette innovation. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus acceptable dans le sens où il y a une recrudescence, une importance prise par les systèmes de résolution online des litiges, dans lesquels il n'y a pas de choix, ou quasiment pas de choix, des arbitres. C'est de façon assez automatique que l'on saisit directement à la fois le site qui fait à la fois, parfois d'ailleurs, à la fois centre et arbitre, si on peut appeler ça de l'arbitrage. Donc je pense qu'il y a un niveau d'acceptabilité du tribunal arbitral préconstitué aujourd'hui qu'il n'y avait certainement pas il y a 10 ans. Et puis l'autre chose qui me paraît intéressante dans ce système d'arbitrage préconstitué, c'est qu'il y a 3 titulaires et 3 suppléants, mais il n'y a pas de président préconstitué ou de présidente préconstituée. C'est qu'à chaque cas, et c'est ce qui va permettre d'ailleurs aussi d'avoir une meilleure disponibilité des arbitres, à chaque cas, les 3 personnes qui vont constituer ce tribunal arbitral préconstitué vont choisir le ou la présidente idoine pour une affaire donnée. Donc c'est aussi une feature assez intéressante parce que du coup, ça évite d'avoir, si on avait un ou une présidente pour toutes les affaires, d'avoir quelqu'un qui se trouve submergé, effectivement, mais de répartir le travail. Voilà. Donc c'est quelque chose de très pratique qu'on a voulu. Oui, moi je voulais revenir à la constitution du tribunal arbitral. Vous avez rappelé que c'était effectivement les parties qui proposaient les arbitres, mais que c'était le centre qui composait le tribunal arbitral. Je voulais savoir dans quel cas est-ce que ça vous arrive de refuser la confirmation d'un arbitre désigné, proposé par une partie. Est-ce que c'est quelque chose de fréquent et quels sont les critères, quels sont les cas qui vous ont amené à le faire? Oui, ça arrive. Quand on considère que, évidemment, je laisse de côté l'indépendance et l'impartialité, enfin, l'indépendance, ça arrive lorsqu'on voit que le profil de l'arbitre est manifestement pas en adéquation avec les enjeux, soit et qui en gros témoigne d'une proximité qui n'est pas révélée comme telle, mais en tout cas qu'il n'y a aucune raison que cet arbitre, soit parce qu'il a un passé qui n'a rien à voir avec le litige, soit aucune connaissance de l'industrie. Et donc oui, il arrive que dans ces cas-là, délicatement, puisque c'est comme ça qu'on procède, qu'on suggère à la partie de proposer un autre nom à la commission. Mais ça arrive. Merci. Merci pour cette présentation. Moi aussi, je viens d'apprendre l'existence du tribunal préconstitué, et donc j'y reviens, j'ai une petite question là-dessus. Je m'interrogeais sur les coûts. Est-ce qu'ils sont les mêmes dans le cadre de ce type d'arbitrage? Parce que peut-être que pour intéresser aussi nos clients à ce genre de procédé, on pourrait prévoir des clauses compromissoires avec un certain niveau de litige où on prévoit un tribunal préconstitué et au-delà, un arbitrage plus classique. Donc, est-ce qu'il y a une incidence sur les coûts? Est-ce qu'ils sont réduits ou est-ce que ce sont les mêmes coûts? Alors, le règlement ne prévoit pas que les coûts soient différents lorsque le tribunal arbitral préconstitué et lorsque les parties décident d'avoir recours au tribunal arbitral préconstitué. Mais d'un autre côté, notre barème fonctionne par tranche avec un montant maximal de frais d'arbitrage par tranche. Ce qui veut dire que dans la limite de cette tranche, la commission d'arbitrage est libre de fixer les frais d'arbitrage. Et on peut imaginer, c'est des décisions qui devraient à mon avis être prises en fonction des dossiers, mais on peut tout à fait imaginer que la commission d'arbitrage fixe des frais moins élevés lorsque les parties décident d'avoir recours au tribunal arbitral préconstitué, ne serait-ce que parce que pour le secrétariat, ça demandera moins de travail. Donc je ne sais pas si Thibault veut... Et par ailleurs, il n'y a qu'un seul échange de mémoire, donc forcément les coûts seront limités par rapport à une procédure classique, absolument. Mais il n'y a pas un barème pour le tribunal classique et un barème spécifique pour le tribunal préconstitué. Mais de l'autre côté, notre philosophie, c'est la souplesse. Donc là encore, c'est un peu le cas. C'est pas la peine d'en parler particulièrement parce que de toute façon... C'est pas la peine d'en parler particulièrement dans le règlement parce que d'un autre côté,
la commission d'arbitrage a beaucoup de latitude pour fixer le montant des frais. C'est un très bon point pour le 1er octobre, parce que nous, on est là sur les règlements, on ne fait pas le barème, mais peut-être qu'effectivement, le conseil d'administration, lui, pourrait faire quelque chose. Très judicieux. Merci. J'ai une autre question aussi en parcourant rapidement le règlement. J'ai vu qu'en cas de démission d'un arbitre, la commission se réservait le droit de ne pas le remplacer et parler dans ce cas-là de tribunal tronqué, ce qui est une expression moi que j'avais jamais vue pour ma part et qui peut paraître un peu surprenante et qui peut amener à s'interroger aussi sur le respect de la règle de l'imparité, puisque si je comprends bien, la procédure continue avec 2 arbitres. Donc, je voulais vous interroger sur ce qui vous avait amené à... Alors j'imagine un souci de célérité, de ne pas retarder la procédure en désignant un nouvel arbitre, mais... Là encore, très brièvement, et puis de toute façon, je passerai la parole à toutes les personnes qui veulent s'exprimer. Premièrement, sur l'expression « tronqué », c'est peut-être un petit peu un anglicisme, parce qu'en anglais, on utilise souvent l'expression « truncated arbitral tribunal ». Peut-être qu'en français, on aurait pu trouver un autre mot, enfin peu importe. Sur le principe... accepter qu'un tribunal arbitral amputé de l'un de ses membres rende une décision peut poser un certain nombre de questions. Il n'est pas certain que ça pourrait fragiliser la sentence en France, par exemple. Donc c'est simplement, là encore, dans l'idée d'introduire de la souplesse. Ce n'est pas du tout la règle. La commission d'arbitrage a simplement la possibilité de laisser un tribunal arbitral incomplet rendre la décision. Elle n'y est pas obligée. On peut imaginer que la plupart du temps, elle ne le fera pas. Il faut aussi tenir compte du droit applicable et du siège du tribunal. S'il siège en France, c'est plus délicat que s'il siège dans d'autres pays qui peut-être l'acceptent. Donc il y a tout ça qui sera pris en compte. La raison pour laquelle on a voulu introduire cette possibilité, qui sera sans doute très très peu utilisée, c'est pour permettre à la décision d'être rendue plus rapidement si on estime que par ailleurs ça ne pose pas de difficulté, pour avoir une liberté en plus dans des cas très particuliers qu'on ne peut pas toujours imaginer à l'avance où ça serait justifié. Il me semble qu'en arbitrage d'investissement, il est arrivé que des tribunaux arbitraux tronqués rendent des décisions. Bon, on est bien d'accord que c'est quelque chose qui est assez rare. Je pense que d'autres personnes ont des choses à ajouter. Au passage, je pense que la commission sera attentive au moment de l'amputation, entre guillemets, et la situation se réglera, je pense, relativement facilement. Et puis l'autre chose intéressante à noter, c'est que c'est pas n'importe quelle amputation. C'est-à-dire que c'est l'arbitre qui est démissionnaire ou empêché. Qu'est-ce que ça veut dire derrière les mots? Ça veut dire que c'est pas une récusation d'arbitre, ça veut dire que c'est pas un remplacement d'arbitre. Ça veut dire que c'est un arbitre qui, à un moment donné de la procédure, certainement effectivement à un moment assez tardif, au moment du délibéré, s'aperçoit que peut-être la partie qu'il a nommée va succomber, qui se dit opportunément je vais démissionner, tu vois, et du coup va falloir, voilà. Donc c'est vraiment ça qui est, sans le dire, qui est visé, quoi. C'est bien l'arbitre démissionnaire ou empêché, et donc la commission va regarder très exactement les motifs d'une démission d'un arbitre et le moment s'il a été choisi ou pas. Donc il y a quand même des faisceaux d'indices, des red flags, comme on dit dans d'autres cas. Il y a une question en ligne apparemment. Que prévoit le règlement dans le cas où la partie ayant fait une demande conventionnelle ne paye pas la provision découlant de la dite demande? Le secrétariat peut considérer le tribunal non saisi dans ce cas-là, mais dans quel délai? La question porte sur les délais. Alors, il n'y a pas de délai particulier, à mon avis. C'est la commission d'arbitrage qui les fixe. Mais pour la réponse, je pense qu'il faut le... En termes de délai, c'est la commission d'arbitrage qui fixe les délais pour payer les provisions. Donc, la réponse, elle est là. Si vous voulez, il n'y a pas de délai prévu par le règlement de manière générale. Mais de manière assez logique, et ça, ce n'est pas nouveau, c'était déjà le cas, si une partie n'ayant pas payé sa part d'avance sur les frais et honoraires veut présenter une demande conventionnelle, en principe, elle ne peut pas le faire. L'innovation rappelée par Louis, c'est que dans ce cas-là, la commission d'arbitrage, sur avis du tribunal arbitral, peut l'autoriser exceptionnellement à le faire pour préserver les droits de la défense et le droit d'accès au juge.
Mais en principe, cette partie ne pourra pas présenter sa demande conventionnelle. Et alors, à ce moment-là, et ça, c'est pas nouveau, c'était déjà le cas, mais c'est très logique, l'autre partie peut demander à ce que le montant des frais d'arbitrage soit réduit. Pour bien comprendre, en fait, ça peut paraître un peu compliqué, mais en réalité, c'est très logique et très simple. Le montant des frais d'arbitrage, en application de notre barème, est calculé en fonction du montant de l'enjeu du litige. L'intérêt ou l'enjeu du litige, c'est la totalité des demandes de toutes les parties. La commission d'arbitrage, en fait, on envisage l'hypothèse suivante. La commission d'arbitrage a constaté que le demandeur formule une demande qui vaut 1000 et le défendeur des demandes reconventionnelles qui valent 1000. Donc l'intérêt du litige, c'est 2000. Et donc la commission d'arbitrage a fixé le montant des frais d'arbitrage à 100. Mais ce qui veut dire que le demandeur doit payer 50 et le défendeur doit payer 50. Mais le défendeur ne paye pas sa part des frais d'arbitrage. Dans ce cas-là, le demandeur peut décider de pallier cette défaillance et de payer 100. Ou alors, il peut refuser. Et à ce moment-là, la commission d'arbitrage va décider, sauf si elle décide d'apporter une exception, mais en principe, elle va dire que le défendeur ne peut pas présenter ses demandes reconventionnelles. Donc, l'intérêt du litige passe de 2000 à 1000. Et à ce moment-là, le demandeur peut dire « Attendez, moi, j'ai payé... j'ai payé 50 parce qu'on avait calculé un total de frais d'arbitrage pour 2000. Mais maintenant que l'intérêt du litige est 2000, est-ce qu'on ne pourrait pas réévaluer les frais d'arbitrage? Et c'est particulièrement important lorsque le demandeur propose de pallier la défaillance du défendeur, puisque à ce moment-là, en principe, dans mon exemple, il devait payer 100, mais il peut dire, attendez, je veux bien pallier la défaillance du défendeur, mais réévaluer les frais d'arbitrage en fonction de l'intérêt du litige. Donc là encore, ces demandes peuvent être présentées. La commission d'arbitrage apprécie. Le règlement laisse beaucoup de souplesse. Et on a encore introduit davantage, comme Louis l'a expliqué tout à l'heure. Et j'ajoute que, en plus, les droits de la partie défaillante ne sont pas mis en péril parce que dans les nouvelles dispositions de règlement, il y a les dispositions sur la jonction. Et donc, dans le cadre d'une première instance, une partie défaillante dans le paiement des frais pourrait se trouver finalement, en ayant perdu du temps, en ayant résisté pendant longtemps, ne plus être en mesure de présenter de demande reconventionnelle, y compris en payant, parce que l'arbitrage aurait très avancé et que la commission dirait sur avis du tribunal, c'est un peu tard. En revanche, rien ne pourrait l'empêcher, effectivement, de faire un deuxième arbitrage sur cette demande reconventionnelle, et auquel cas, le deuxième arbitrage pourrait peut-être prospérer, tandis que l'autre ralentirait, pour qu'on ait une jonction finalement. Enfin, il y a donc d'autres possibilités que de tout régler au sein de la même instance. Et si une demande reconventionnelle a été acceptée sur la base de son indissociabilité des demandes principales, il est d'autant plus facile pour le demandeur ensuite de demander une réduction des coûts sur la base de cette indissociabilité, en disant que si c'est indissociable, c'est bien que le travail de l'arbitre est en réalité le même. Une fois qu'il a tranché sur les faits et le droit de la demande principale, il est plus facile ou plus rapide de trancher sur les mêmes faits et les mêmes droits de la demande conventionnelle, et donc ce qui justifie une réduction des frais. Il y a d'autres questions en ligne écoutez, dans ce cas-là, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un oubli, non? Eh bien, encore une fois, merci à l'ensemble du groupe de travail pour son aide. J'ai vraiment été très heureux de cet exercice en commun. Merci à toute l'équipe du CMAP qui a vraiment participé pleinement en fait, au groupe de travail. On peut considérer que toute l'équipe du CMAP en fait partie. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis en ligne, qui sont venues aujourd'hui. Et merci à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France qui a bien voulu nous accueillir. Bon après-midi.